namba kende Potokanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up Seperika namba kende Boudoir Congo indépendant, des membres du rassemblement, représentés notamment par M. Willy Michiki, vient de signer leur adhésion à l'accord politique du 18 octobre. Et votre réaction à ce sujet? Oui, je crois que vous voyez que votre question m'arrache le sourire. Je vais peut-être ajouter l'élément. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des fissures actuellement au sein du rassemblement? Non, il n'y a pas de fissure. Willy Michiki ne représente que lui-même. Il n'a pas du tout amené un débat de ce genre au sein du rassemblement. On sent très bien que c'est quelqu'un qui est tenté ou attiré par l'appât du gain. Je ne vais pas ici exposer ce que je sais des enregistrements dont il a fait l'objet, dans lesquels il révèle évidemment sa vraie nature. Il a tenté de débaucher d'autres amis qui l'ont enregistré, et c'est totalement minable et pitoyable. C'est quelqu'un qui est attiré par le positionnement, tout simplement, et qui n'a rien à voir avec de quelconques divergences au sein du rassemblement. C'est vrai que le rassemblement est un ensemble de plusieurs partis, de beaucoup de tendances idéologiques, mais pour le moment, nous avons pour but principal de barrer la route à cette imposture qui tente de s'imposer à nous et qui est emmenée par Joseph Kabila. Nous voulons l'empêcher de violer la Constitution, et nous sommes et resterons ensemble pour y arriver. Voilà. Oui, si tu veux rajouter. Le docteur Le Séké va me compléter. Bonjour à vous tous. Je voudrais compléter le secrétaire général adjoint sur ce qu'il vient de dire. Un membre du rassemblement ne peut jamais signer l'accord du camp Tchatchi ou l'accord de la cité de l'OUA. Pour quelle raison? La raison est la suivante, puisque le rassemblement poursuit deux objectifs, comme le secrétaire général vient de vous dire. D'une part, le respect de la Constitution, et d'autre part, l'alternance au sommet de l'État. Comme vous savez, l'accord de la cité de l'OUA non seulement viole la Constitution, mais est tout à fait muet sur l'alternance au sommet de l'État. Ça veut dire que quelqu'un qui quitte le rassemblement et qui va de l'autre côté était quelqu'un qui était une taupe dans le rassemblement, qui en fait est membre des composantes du monologue de l'OUA. C'est ce que nous devons vous dire pour que les choses soient claires. En d'autres termes, M. Michiki n'a été qu'une taupe au sein du rassemblement. Il a justement retrouvé sa famille originelle. Était vu un meeting populaire. Le gouverneur, si je ne m'abuse, l'a interdit. Les Nations Unies ont lancé un appel à la retenue. Est-ce que ce meeting est maintenu en dépit des Oui, mais écoutez, les menaces... Nous les connaissons, nous en faisons l'objet tous les jours. Non, le meeting est maintenu parce que tout simplement, selon la Constitution, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Donc, nous n'avons pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Nous informons simplement les autorités municipales de notre volonté d'organiser une activité, et celle-ci dispose
des forces de l'ordre pour gérer l'événement. Donc, il n'y a pas d'autorisation à demander. Le meeting est donc maintenu. Et si ils ont préparé un comité d'accueil, on va dire, ben, il va y avoir de la casse et ils seront responsables comme les 19 et 20 septembre derniers. Bien, merci, Cheikh Fita. Mais d'abord, dans un premier temps, je pense que le dialogue est déjà en cours, le fameux dialogue que nous espérons. Je dis il est en cours, non pas qu'il est déjà effectif, mais nous sommes dans les prémices, c'est-à-dire la SENCO, je crois que ce n'est un secret pour personne, a pris une initiative qui est acceptée des deux camps, a pris l'initiative donc d'échanger avec les deux camps sur base de leur cahier des charges respectifs et voir dans quelle mesure les points de convergence peuvent être laissés de côté puisqu'il y a entente sur ça et comment aborder les points de divergence. Alors, à propos du fameux dialogue que nous n'attendrions pas éternellement, je crois que la date limite, et c'est ce que peut-être voulait dire le président, c'était la fin du mandat de M. Kabila. Au-delà du 19 décembre, M. Kabila ne sera plus un chef d'État légitime et légal en République démocratique du Congo. Déjà qu'il avait des problèmes de légitimité depuis les élections chaotiques de 2011, il rajoutera l'illégalité après le 19 décembre prochain. Donc, je crois qu'en faisant allusion à ça, le président pensait à la fin de son mandat. Et donc, au-delà de ce mandat, nous ne parlerons plus de dialogue, nous parlerons de départ tout simplement de Joseph Kabila. Bonjour, Jacquini, actualité.cd. J'ai 3 préoccupations. La première, c'est la SENCO a lancé des concertations et on a lu le mémo que le rassemblement a notamment déposé auprès de la SENCO. On a l'impression que le deuxième dialogue est déjà en cours. Est-ce que vous le confirmez ou pas? Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, en lisant le mémo, je me suis rendu compte que le rassemblement adhérait à la logique de l'impossibilité de l'organisation des élections en 2016. Et donc, si le rassemblement demande que les élections se fassent au plus tard au cours de l'année 2017, est-ce avec le président Joseph Kabila comme toujours président en place ou une autre manière? Et ma dernière préoccupation, c'est par rapport au régime spécial dont vous avez parlé ici. On peut savoir quel est son contenu, quelle sera sa forme et quelle sera sa gestion. Parce que c'est un dossier qui fait parler beaucoup de gens, ce système de régime spécial. Quel est exactement son contenu, quelle est sa forme et quel sera le mode de gestion pendant ce moment-là? Merci beaucoup. Merci Jacquini. Je crois que le premier volet de votre question, j'y ai répondu. Hein. Par rapport à la SENCO, je crois que oui, le dialogue a commencé. C'est, je vais dire, une demi-victoire pour nous et une demi-défaite pour ceux qui disaient qu'il n'y aurait plus de dialogue après le monologue du camp Tchatchi. Donc on ne va pas revenir là-dessus. On verra bien comment les évêques vont mener la barque que nous espérons, comme vous le savez, se terminer le plus pacifiquement du monde et avoir une alternance au sommet de l'État. Maintenant, vous avez posé une question par rapport au processus électoral, mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, ce n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais maintenant, la nuance peut-être que nous faisons, avec une nuance très importante que nous faisons avec les autres, notamment le camp de M. Kabila, c'est celle de dire, si nous n'avons pas obtenu, si nous n'avons pas eu des élections en date et en heure,
c'est uniquement parce qu'il y a quelqu'un, Joseph Kabila, mais en tout cas la responsabilité est sur ses épaules, qui a voulu systématiquement désorganiser le processus électoral. Je crois que dans mon speech, j'ai parlé de l'argent, le montant qui était chaque année voté au budget de la CENI par le Parlement, 250 millions, ce n'est pas rien. Si cet argent avait été géré de manière honnête, transparente, je crois qu'aujourd'hui nous serions à un budget d'1 milliard de dollars et nous serions capables d'organiser les élections comme nous le souhaitions. Eh bien, à cause de cette mégestion, qui pour nous d'ailleurs a été systématiquement orchestrée, nous ne pourrons pas avoir d'élection. Et c'est ainsi que nous disons, on ne peut pas donner une prime à ceux-là même, représentés par Joseph Kabila, qui sont à la base de l'échec d'organisation des élections. C'est une honte que la République démocratique du Congo traîne à travers le monde. Même les pays africains se moquent de nous. C'est impensable de ne pas organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et donc nous disons, à cause de ça, Joseph Kabila ne peut pas être celui qui va diriger cette transition. Pour nous, il s'arrêtera le jour où son mandat s'arrête. Voilà pourquoi nous voulions depuis toujours de ce dialogue avant le terme de son mandat. Parce que grâce à ce dialogue, nous pourrons ainsi définir, et donc je réponds indirectement à votre troisième question sur le régime spécial, nous pourrions ainsi définir ce que serait ce régime spécial. Pourquoi est-ce qu'on dit régime spécial? Mais simplement parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons été entraînés dans cette situation spéciale par des gens mal intentionnés, dont le but était de positionner leur leader et de ne donc pas organiser les élections en nous mettant tous sur le fait accompli et pensant que nous accepterions donc de continuer dans ce désordre, dans cette incertitude, avec Joseph Kabila à la tête. Nous disons non, 3 fois non, parce que tout simplement, s'il a été incapable d'organiser les élections dans les 5 ans qui précèdent ici, comment peut-il en être capable dans les mois? Parce que nous demandons, grâce à l'expertise que nous possédons, que ces élections, et c'est possible de les organiser, soient tenues en 2017. La date restera à convenir parce que le calendrier lui-même, nous proposons qu'il soit adopté par ce dialogue, au cours de ce dialogue. Donc nous disons, tant qu'il n'a pas été capable de le faire en 5 ans, il ne pourra pas organiser ces élections dans les mois qui viennent. Ça, c'est une chose. Et la seconde, étant donné que nous savons quelles sont ses intentions réelles, c'est-à-dire celle de se positionner ad vitam aeternam à la tête de la République, sans qu'il y ait de consultation populaire quant à son mandat, nous disons qu'il faut l'arrêter au terme de celui-ci, plutôt que de risquer le chaos en le maintenant à la tête du pays. Voilà ce que j'ai à vous répondre. Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à rajouter. Oui, merci. Oui, par rapport à l'hypothétique dialogue inclusif, il faut savoir que nous avons des divergences. D'abord des préalables et des divergences. Les divergences, vous les connaissez, puisque ce sont des divergences qui servent tout simplement à la décrispation de la situation politique. Et ces préalables dépendent uniquement de M. Kabila seul. Même en un jour, aujourd'hui, il peut décider de libérer les prisonniers politiques, de libérer les médias, d'arrêter les poursuites judiciaires, tout ça, il peut le faire. Mais vous constatez qu'il est de mauvaise foi. Il ne veut pas la décrispation de la situation politique. D'autre part, sur les divergences, elles sont fondamentales.
vous avez lu notre effet de route que nous avons donné à la SENCO. Nous avons souligné que ces divergences sont fondamentales et la plupart de ces divergences n'ont pas été vidées par l'accord de la cité de l'OUA. C'est pour ça que nous appelons fondamental. Je vous cite à titre d'exemple, l'accord de la cité de l'OUA ne fait pas mention sur l'interdiction de la révision ou du changement de la Constitution. L'accord de l'OUA ne fait pas mention sur le fait que M. Kabila ne doit pas ou ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. L'accord de la cité de l'OUA ne fait pas non plus mention sur la résolution 2277 qui impose à notre pays et surtout à M. Kabila le respect des droits de l'homme et surtout la libération de l'espace politique. Il y a d'autres divergences aussi sur lesquelles je ne veux pas m'atteler. C'est pour vous dire que si nous voulons résoudre tous ces problèmes, il faut que M. Kabila soit de bonne foi, mais nous laissons aux évêques de piloter cette situation qui n'est pas toujours facile et nous ne savons pas quels résultats ça va donner. Mais la chose la plus importante, c'est que nous ne voulons pas que M. Kabila nous entraîne dans un dialogue pour dépasser la date du 19 décembre. Pourquoi? Parce qu'il peut nous entraîner comme ça dans un dialogue qui n'en finit pas et pour désamorcer la situation du 19, il risque de dire non, nous sommes pendant le dialogue, il n'est pas question qu'il y ait des manifestations ou un programme spécial pour le 19 décembre que nous avons prévu. Donc, il faudra que ce dialogue se tienne avant, impérativement, et pas déborder les 19. Et d'ailleurs, nous pourrions même, et ça c'est le rassemblement qui va le fixer un deadline pour lequel ce dialogue doit se tenir impérativement. Puisque nous gardons intacte notre pression sur le 19 décembre. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne là-dessus. Et c'est le message que nous tenons à vous donner aujourd'hui. Qui ne vient pas de moi, de l'opinion publique, c'est-à-dire les Congolais, les Congolaises, les Aérois, les Aéroises. Il y a, en écoutant ce que vous avez dit, la bonne foi de M. Kabila, vous le savez très bien. En parlant des stratégies de l'IDPS, ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, ceux qui suivent l'information, l'actualité internationale, c'est-à-dire l'affaire de la Syrie, les grands titans qui se battent entre eux pour la Syrie. Il y a de l'opposition en Syrie, ils ont débuté avec, comme l'IDPS le fait aujourd'hui, sans armes. Aujourd'hui, ils sont armés. Alors la préoccupation de l'opinion publique, avec qui on traite, lorsqu'on était également au Parlement britannique, on a posé une question. Je pense que M. Félix n'était pas là, il s'est excusé. Il y avait d'autres préoccupations. Nous avons parlé avec certains membres des députés du Parlement, plutôt des parlementaires britanniques. Ils étaient d'accord de la situation que aujourd'hui l'IDPS aussi peut changer de stratégie, c'est-à-dire prendre les armes. Vous le savez bien que M. Kabila ne va jamais respecter la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution. Et le bête monologue, comme vous le dites, et tout le monde le sait, il ne va jamais le respecter. Est-ce que l'opinion publique et les Congolaises demandent aujourd'hui, l'IDPS est-il prêt à prendre les armes comme les opposants syriens, comme les opposants à Maïdan en Ukraine, pour débouter ce messieurs-là, vu que ce messieurs-là ne va pas partir, ne va jamais respecter ni la Constitution, ni le résultat du monologue qui s'est fait au cité de l'OIA. Merci. Oui, merci, monsieur. Très sincèrement, je vous dis, l'UDPS n'abandonnera pas sa lutte, sa méthode de lutte non violente pour embrasser la lutte armée. Parce que tout simplement, il faut rendre à César ce qui est à César. La lutte armée
doit être menée par ceux qui en ont la capacité. Étienne Tshisekedi n'a, à ma connaissance, jamais été un leader militaire, ni dans une école militaire quelconque pour apprendre la stratégie de combat. Je ne pense pas non plus que le problème ou la solution au problème de notre pays se trouve dans le fait que l'UDPS veut ou ne veut pas prendre les armes. Il y a eu dans notre pays des compatriotes qui ont pris les armes. On sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nous dénombrons plus de 6 millions de morts. Parce qu'un jour, des gens avaient cru bon de prendre des armes en se faisant aider par des pays voisins et pour venir chasser la dictature de l'époque. Depuis lors, nous allons de malheur en malheur. Parce que des individus avaient voulu aller à l'aventure. Et ces mêmes individus, d'ailleurs, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent, ou du moins leurs ramifications, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent à la dictature que nous vivons. Et ils le disent haut et fort qu'ils ont libéré ce pays-là, ils ne vont pas partir sans devoir se battre à nouveau. Donc vous voyez que on nous entraîne là dans une situation totalement dangereuse, une spirale de laquelle nous aurons énormément de mal à en sortir. Il ne faut pas oublier que le Congo est un pays qui est entouré par 9 voisins, un pays qui est très riche, un pays qui est très fragile en même temps à ses frontières et même à l'intérieur. Et donc engager une lutte armée sans en connaître les tenants et les aboutissants, uniquement par aventure pour vouloir ressembler aux Syriens ou aux Ukrainiens, je crois que ce serait vraiment catastrophique. Voilà. Marco Batang, Radio Air Libre. Monsieur Félix Tshisekedi, il y a 1 an et demi dans cette même salle, vous avez été pris littéralement à partie par les participants à la conférence de presse, notamment certains combattants, qui vous reprochaient votre alliance avec Vital Kamerhe. Ah. J'ai pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une alliance, mais plutôt d'un rapprochement. Quel est le bilan de ces rapprochements aujourd'hui? Et ma deuxième question, vous avez été secrétaire chargé des relations extérieures ici en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes promu secrétaire général adjoint chargé des problèmes juridiques, diplomatiques et de communication. Quel est le bilan de votre précédente fonction? Merci. Merci, monsieur. Vous parlez d'avoir été pris à partie, je ne me souviens pas tellement, mais je sais qu'on m'a fait ce reproche. On m'a fait le reproche en son temps, d'ailleurs, je crois que je m'étais expliqué, ça n'avait rien à voir avec une alliance. Je pensais que les jours et les mois qui sont passés aujourd'hui ont pu clarifier que ce n'était pas une alliance. Nous étions simplement, à un moment donné de la situation politique congolaise, convaincus de la même chose, c'est-à-dire il fallait passer par le dialogue. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Vital Kamerhe dont vous parlez a été pour le dialogue, puis ensuite a été contre le dialogue, pour finir par aller dans un dialogue qui n'est pas vraiment celui qu'on voulait, mais dans un dialogue quand même. Donc c'est plutôt à lui qu'il faut poser cette question, et pas du tout à moi. Je n'aime pas trop parler de moi, mais là, permettez-moi quand même de donner les points saillants du bilan de mon département au moment où j'étais secrétaire national aux relations extérieures. J'ai pris mes fonctions un peu dans la tourmente. Vous savez, c'était au lendemain des élections chaotiques de 2011. Là, à ce moment-là, vous savez que le pays traversait une situation de crise, on va dire. Il fallait revenir ici, vraiment la mort dans l'âme, parce qu'on avait participé aux élections de 2011. Tout le monde sait qu'à la fois au niveau présidentiel et législatif, l'UDPS avait cartonné, passez-moi l'expression, mais nous avions été victimes d'une escroquerie.
Et donc sur ces entrefaites, il fallait venir ici se battre pour que la communauté internationale, pour la sensibiliser en tout cas, afin qu'elle puisse nous aider à résoudre la crise au Congo. À ce moment-là, c'était très difficile au sein du parti parce qu'il y a eu un déchirement. Il y a eu des députés des élus qui ont accepté d'aller siéger alors que le mot d'ordre du parti était de ne pas y aller. Et donc la situation avait été très difficile. Il fallait trouver les moyens. Tout le monde sait que l'UDPS n'est pas un parti qui roule sur l'or. Ensuite, parcourir le monde pour essayer de faire barrage à cela. À ce moment, je dois vous le dire, l'UDPS était au banc des nations, des partis politiques au Congo. La voix avait été donnée à tous ceux qui avaient accepté d'aller siéger. Il fallait se battre pour amener l'UDPS à l'agenda des grands de ce monde, je vais dire. Et nous avons réussi ce pari. Aujourd'hui, l'UDPS est revenu dans son rôle de moteur de l'opposition. Depuis lors, il y a eu le rassemblement, comme vous savez, dans un moment aussi difficile, parce qu'il y avait ce fameux débat sur oui ou non aller au dialogue. L'UDPS a réussi les deux paris, celui de rassembler les forces politiques qui étaient contre le dialogue et celui d'amener justement ces forces politiques à aller à ce dialogue. Je crois que ça, c'était un grand combat, un combat qu'il fallait mener. Et je suis fier de passer le relais à mon aîné, le docteur Loseke, parce que je sais que lui aussi est un homme de terrain, comme je l'ai été, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. La maison sera bien gardée de ce côté-là. Voilà. Une question par rapport à Bruno Tshibala, il est arrêté. Que fait l'UDPS? Qu'est-ce qui a été déjà fait pour sa libération? Parce que des fois... Est-ce que vous voyez, vous, comment on peut faire face à l'injustice? M. Bruno Tshibala a été injustement arrêté. D'ailleurs, la preuve, il n'arrive pas, lui, à organiser un procès contre lui. Il n'y a rien. Son dossier est totalement vide. On l'a arrêté uniquement pour nous impressionner, pensant qu'on allait atténuer notre détermination à nous battre contre cette dictature. Nous ne laisserons pas tomber les bras. Avant Bruno Tshibala, il y a eu d'autres camarades qui, comme vous le savez, ont été emprisonnés. Nous continuons à réclamer leur libération parce qu'elle est injuste, elle est illégale. Sans plus, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas, comme disait le compatriote tout à l'heure, une armée pour aller les libérer. On ne peut que par la pression, par la dénonciation, espérer y arriver. Une question par rapport à le cas où c'est un cas isolé, parce que si on prend l'histoire de notre pays, on sait qu'il y a toujours eu des trahisons, même au niveau de l'Union sacrée de l'opposition, il y avait trop de trahisons. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'au niveau du rassemblement, il n'y a pas d'autres étapes? Si un jour, si jamais il y a les nouveaux gouvernements, on n'aura pas quelques membres du rassemblement dans ces gouvernements? Mais ça, on le dira. C'est vrai que je vous comprends, nous sommes habitués au Congo à voir ce genre de volte-face, ce genre d'individu qui vous dire que ce n'est pas à ce niveau-là que se situe l'enjeu politique. Les gens peuvent venir et partir du rassemblement. Ce qui fait la force du rassemblement aujourd'hui, c'est l'adhésion populaire qu'elle a. Et ces gens peuvent partir tant qu'ils vont aller de l'autre côté. Débauchés par le régime Kabila, ils n'affecteront en rien cette adhésion populaire. Au contraire, ils vont la renforcer. Donc il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir sur la CENI. Dans son édition du 29 octobre, le journal Le Soir a publié les révélations de Jean-Jacques Lumumba, ancien chef du département engagement de la banque PJFI,
on apprend par exemple que la CENI avait dans son compte 55 millions de dollars et en même temps, elle a ouvert un compte parallèle où était logé un crédit de 25 millions de dollars et il y a des personnes privées qui ont bénéficié, obtenu des retraits sur base d'échecs. Ça, c'est la première chose, c'est pour connaître la réaction du rassemblement. On apprend également que la Banque centrale a viré un montant de 42 millions, pratiquement 43 millions de dollars, pour le compte de la société Égale, qui est en réalité Congo Futur, qui a changé de nom. Est-ce que le rassemblement va intenter un procès, enfin saisir la justice, pour qu'on ouvre une information judiciaire? Quelle est la position du rassemblement face à ces détournements? Évidemment, nous allons, enfin, ça sera officialisé sûrement, parce qu'on avait aussi, nous avions aussi besoin d'ingurgiter cela et de bien le digérer. Évidemment, nous allons nous ranger sur une position que j'ai déjà entendue. Nous réclamerons une enquête internationale et indépendante. Parce qu'il faut faire la lumière sur ça. Vous savez que c'est un acte, s'il est avéré, de haute trahison. L'argent de l'État qui aurait servi à organiser les élections a été détourné et par des individus proches de Joseph Kabila. C'est donc un acte très répréhensible. Nous allons exiger la lumière et évidemment des sanctions jusqu'au plus haut des responsables de cette escroquerie. Disons le mot tel qu'il est. Vous voulez dire quelque chose? En fait, comme vous savez, la CENI dépend de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on constate que le président de la CENI, à titre personnel, envoie des personnes dont certaines personnes sont suspectées d'être, dont l'une des personnes est suspectée d'être sa maîtresse, vous voyez que c'est très grave et notre Assemblée, soi-disant l'Assemblée nationale, n'a pas interpellé ni demandé la démission du président de la CENI. Ça veut dire que nous sommes dans un état bananière où on tolère tout, n'importe quoi, et nous, à notre niveau, au niveau du rassemblement, nous allons creuser cette affaire-là et pour voir clair. Parce que la personne qui a fait ces révélations-là, il peut continuer encore à nous alimenter par d'autres révélations. Parce qu'il n'a pas tout dit, il n'a pas tout donné. Donc c'est un cas très grave qui hypothèque les élections dans notre pays. Donc il faut que vous, les chevaliers de la plume et vous de la presse, vous essayez d'amplifier ça pour interpeller l'Assemblée nationale et surtout demander la démission et nunc de M. Nanga, qui prend l'argent pour son compte personnel, l'argent du contribuable pour ses besoins personnels avec sa famille et d'autres personnes que je ne vais plus qualifier ici. Et c'est extrêmement grave, avec la complicité de M. Kabila. Puisque M. Kabila le sait, si aujourd'hui il décide que M. Nanga soit dehors, il peut l'être. Mais vous voyez que ce monsieur qui est à la tête du pays est habitué à tolérer, à même laisser les situations pareilles impunies, d'autant plus que celui qui dirige cette banque est un membre de sa famille. Et vous le savez très bien, c'est aussi lui qu'il faut cibler au niveau de la presse et au niveau des médias. Donc nous comptons sur le quatrième pouvoir pour amplifier davantage cette affaire, ciblant certainement certaines personnes, M. Nanga et M. Kabila, qui sont à la base de ce tripatouillage, de ces siphonneries de la CENI. Nos invités de la presse ont fini. Nous pouvons accorder la parole à nos compatriotes. Mais je pense que le temps nous bouscule. Ne soyez pas trop, soyez brefs dans vos questions parce que le temps nous bouscule. Voilà.
Ma première question va d'abord s'adresser au docteur Loseke parce qu'il a lâché le mot. République bananière. Mais pour l'essentiel, ma question ou mes préoccupations tiennent à l'évaluation du combat qui est mené par l'opposition politique à la République démocratique du Congo. D'habitude, elle accuse, mais elle ne fait pas, elle ne partage pas ses propres faiblesses. J'entends dire ici qu'il faudrait qu'on interpelle certains députés qui n'ont pas su, dans le délai et à l'heure, déjà depuis 2012, et qu'il y ait de lancer un SOS pour dénoncer les non-décaissements de 250 millions. Alors, lorsque le docteur Loseke nous promet qu'il va interpeller les députés qui n'ont pas fait bien leur travail, je me dis, on tend maintenant vers quasiment la dissolution du rassemblement. Si un député du rassemblement était là debout, on l'aurait peut-être bien interpellé. Comment allez-vous rassurer, via cette interpellation, promettre la consolidation du rassemblement? Je m'adresse maintenant à M. Félix Tshisekedi, le secrétaire national adjoint. Secrétaire général. Le secrétaire général adjoint, oui. Oui, on avait compris, on avait compris. Monsieur le secrétaire général adjoint, ma préoccupation profonde est la suivante. Vous avez entendu une question vous invitant à aller vers l'armée. Vous avez promis que vous ne pouvez pas prendre l'armée, ce n'est pas votre ligne de conduite. Cette question-là, elle sort d'un constat que même les combats pacifiques n'apportent plus de résultats. Et ma crainte en ce moment ici est qu'un dialogue soit convoqué le 17 décembre. Comment allez-vous vous comporter? Et je vais terminer par là. Quels sont les postes de responsabilité que le rassemblement entend occuper pour faire accélérer le processus? Au fait, la distraction dans laquelle se trouve logée notre opposition actuellement, c'est de dire nous allons exercer des pressions. Je crois que nous sommes en train de nous endormir dans une honte inutile, alors qu'il faut appliquer la théorie de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut afin de faire accélérer ce processus électoral. Maître capitaine, je crois que vous m'avez mal suivi. J'ai demandé à la presse et aux médias d'interpeller l'Assemblée nationale, qui est l'organe dont dépend la CENI. Et j'ai demandé aussi à cette même presse d'insister sur le fait qu'il faut que M. Nanga démissionne ou qu'on demande sa démission. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un honorable courageux qui est le Kondo, qui a déclaré hier qu'il faut absolument que M. Nanga se pointe à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. C'est un député courageux, mais il faut que tout le monde le fasse. Pourquoi? Parce que Nanga est couvert par M. Kabila. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Même vous, M. Capitaine. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et je dirais juste un mot sur la question adressée au secrétaire général adjoint concernant la lutte armée. Je vois que vous y revenez souvent. Vous savez que nous ne changerons pas notre option de la lutte non violente, parce qu'il y a des stratégies non violentes qu'on n'a même pas encore appliquées dans ce pays. Et nous pensons être avec vous pour les appliquer réellement le 19 décembre. Oui, moi je rajouterais simplement que vous ne devez pas sous-estimer la pression populaire. J'en sais quelque chose, vous savez, j'ai vu, dans le cadre de mes attributions, j'avais rencontré tous les diplomates en poste à Kinshasa avant les événements des 19 et 20 septembre dernier. Et à tous, je leur disais de ne pas sous-estimer les Congolais. Les Congolais ne veulent plus de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre. Voilà. Je sentais que c'est par politesse qu'on m'écoutait. Mais croyez-moi, après les 19 et 20, ils nous ont parlé autrement. Ils avaient vraiment beaucoup de considération pour ce peuple. Et je crois même que
c'est grâce à ça, parce qu'il n'y a pas encore eu de lutte armée, c'est grâce à ça que le dialogue Médine-Kabila, emmené par Kodjo, est en train d'échouer. Kabila était à Luanda pour essayer d'obtenir un soutien de ses pairs africains, mais vous avez vu qu'on l'a ramené à la table des discussions. Et aujourd'hui, la SENCO, avec son aval, a entamé des négociations ou des consultations, appelons ça comme on veut. Donc c'est la preuve que lorsque les Congolais ont parlé les 19 et 20 décembre dernier, et même plus tard, il ne faut pas négliger la ville morte du 19 octobre, celle-là aussi, c'était une réponse cinglante à ceux qui venaient d'être signés la veille. Tout le monde, y compris eux-mêmes du camp Kabila, ont observé la ville morte. Donc c'est pour vous dire que l'énergie de notre peuple les avait même atteints. Donc, croyez-moi, il ne faut pas négliger la pression d'un peuple en colère. Et le nôtre est en colère. Voilà. CPI Kanamba Kende Potokanga Mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up CPI Kanamba Kende Potokanga Mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up Le savoir est une arme, je suis chargé. Général rebelle, je dois vous flasher. Je sac pas ta politique, je suis mal placé. Le monde est cruel, je peux pas cacher. Apocalypse, comme à la Bible, yango de tokomi komona. Oyo tango ya suka fongola miso yo yeba. Histoire ya mboka na yo mondela ya kikoboma. Banana banokoti na bakoko baboma Patrice Lumumba. Bachanja système bakoma na sima ya bato mwindo. Balingaka biso te bachela biso Rwanda na volonté na bango. Pona kozwa richesse ya mboka na biso. Dans la bande ya mondele kanambe pia.